À la une, la brigade des sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers et le Dragon 973 mobilisés pour une noyade dans le fleuve. C'était l'exercice exceptionnel des équipes de service civil qui s'est déroulé ce matin. 4 heures d'intervention en conditions réelles. L'ADI a besoin d'aide. L'association pour le droit à l'initiative économique lance un appel aux bénévoles. Elle a présenté cette semaine sa mission pour tenter de recruter de nouveaux membres et soutenir toujours plus de porteurs de projets. Enfin, la fête de la gastronomie a démarré aujourd'hui. Pendant 3 jours, de nombreuses saveurs locales et venues d'ailleurs seront mises à l'honneur. Aujourd'hui, les écoliers de Mirza ont découvert la cuisine indonésienne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette tranche d'information. Une noyade en plein milieu du Mayuri à Roura. La brigade des sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers et le Dragon 973 se déplacent de toute urgence. Voilà un scénario classique auquel les équipes de la sécurité civile doivent faire face. C'est aussi celui qu'elles ont pu expérimenter ce matin. Immersion au cœur de cette opération avec Jonathan Lariot. Majestueux et prêt à prendre son envol, le Dragon 973 sort de son hangar. Ici, à chaque instant, les membres de la sécurité civile veillent au bon fonctionnement de l'équipement. Ils sont 6 à travailler de jour comme de nuit à la base aérienne de la sécurité civile située à l'aéroport Félix-Éboué. Leur objectif, être prêt à intervenir à n'importe quel instant. On a déjà des délais d'intervention qui sont plus restreints que les autres, je ne parle pas du SAMU, mais en particulier les forces armées dont ce n'est pas la vocation principale puisqu'ils ont leur mission propre. L'hélicoptère, il est armé en permanence, les équipages sont là de 9h le matin jusqu'au coucher du soleil, sinon ils sont à domicile et en moins d'une heure ils sont aptes à décoller et partir en mission et en attente. Le temps d'un pilote, d'un équipage sécurité civile, c'est beaucoup d'attente parfois, mais c'est aussi un départ qui peut être prompt, rapide, et pour une destination qu'on ne connaît pas au départ. Toujours prêt, effectivement. Et c'est le lot quotidien de toutes les bases de métropole aussi, comme Outre-mer. De l'incendie à la catastrophe naturelle, les membres de la brigade aérienne font partie d'une équipe répartie sur plusieurs services. C'est toujours en partenariat avec les différents acteurs de la sécurité civile que se déroulent les interventions. Aujourd'hui, c'est sur le fleuve du Mayuri de la commune de Roura que les membres du Dragon 973 accompagnent les pompiers pour un exercice de sauvetage. On va décoller. On décolle d'ici avec un sauveteur à bord. Le sauveteur est attaché directement, il restera assis sur le plancher, il n'y aura pas de souci, longé directement, prêt à être treuillé. Ok, c'est bon pour tout le monde? Un exercice compliqué qui demande tout le savoir-faire des équipes. Une victime placée au centre du fleuve doit être secourue par un des sapeurs-pompiers et là encore, la collaboration est primordiale. C'est un atout majeur que nous ne disposons pas auparavant. Donc c'est un vecteur aérien qui est nécessaire afin de projeter les équipes spécialisées dans notre département. Donc nous avons également plusieurs types de milieux, le milieu fluvial et le milieu maritime. Donc avec ce vecteur aérien, nous sommes les partenaires privilégiés pour intervenir en matière de secours. On doit s'entraîner. C'est des moyens aussi, toute une organisation. On a des permanences qui sont mises Une semaine pour faire le plein de bénévoles, c'était le leitmotiv de l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique. Installée en Guyane depuis 2003, plus de 1500 entreprises ont déjà bénéficié de son accompagnement, mais cette fois, c'est elle qui réclame du soutien. Aujourd'hui, c'est à Saint-Laurent-du-Maroni qu'elle a tenté de rallier à sa cause. Elsa Gonzalez.
Ce matin, 8h, les salariés de l'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni se préparent pour accueillir les futurs bénévoles. Et justement, cette dame, souhaitant faire partie de l'équipe, vient à leur rencontre. Après, ma curiosité, c'était de savoir que moi, en tant que bénévole, n'ayant pas d'expérience dans l'entreprise, ce que je pouvais, moi, éventuellement, apporter. Oui, c'est l'envie d'échange avec. Moi, je viens d'arriver sur Guyane, donc l'envie d'échange, de rencontrer des gens, de sortir un peu de mon milieu professionnel. Cette association, composée de 3 salariés, lance aujourd'hui un appel à bénévoles. Faisant partie intégrante de l'équipe, ces bénévoles sont un renfort et un soutien pour l'association. L'ADI a besoin de forces vives pour pouvoir être en présence des porteurs de projets, pour étoffer l'équipe de salariés. Et donc nous faisons cet appel pour que les personnes puissent agir pour l'emploi près de chez eux, se sentir actifs et pouvoir apporter un conseil, une aide, une oreille attentive aussi à des créateurs, jeunes ou moins jeunes, qui des fois sont un petit peu en difficulté qui sont des fois exclus économiquement, financièrement, socialement. L'ADI est là pour les soutenir. L'échange et l'écoute sont les valeurs maîtresses de cette association. Les salariés sont présents pour conseiller et accompagner les porteurs de projets. Chacun peut se présenter avec son idée. En général, il n'y a pas de cible particulière. Ça peut être des jeunes, des moins jeunes et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs à Saint-Laurent-du-Maroni qui viennent nous voir pour des projets concernant l'agriculture. Mais après, il y en a aussi qui viennent pour faire des commerces, voilà. Depuis son installation en 2003 en Guyane, l'ADI a financé beaucoup de projets à base de microcrédits. L'année dernière, plus de 300 créations d'activités économiques ont abouti, dont 60% dans l'ouest guyanais. Et nous recevons ce soir le maire de Kourou, François Ringuet, notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous revenons bien entendu, sur l'affaire des bus Calian, dont vous avez décidé en ce début de mois de vous séparer. On va rentrer dans les détails tout à l'heure. En tout cas, la délégation de service public qui court jusqu'à 2021, c'est-à-dire le contrat avec la société, sera donc finalement retiré au réseau. Avant de revenir sur ce choix, le remboursement quand même de la dette était pointé du doigt par les salariés, qui ont manifesté à 2 reprises avant qu'un nouveau versement ne soit effectué. Pour quelles raisons les services de la mairie ont-ils attendu protestation pour payer ? Mais vous savez que ça fait maintenant 2 ans que ça dure. Ça fait 2 ans que nous sommes élus, ça fait 2 ans que ça dure, et ça fait 2 ans que, dans un premier temps, j'explique quand même le contexte, ça fait 2 ans que nous disons que la situation est assez difficile à Kourou. Bon, là, c'est une entreprise. On est sur une DSP où nous avons beaucoup de mal à payer cette entreprise. Voilà, j'admets. Par contre, il y a aussi plusieurs entreprises. Je rappelle que nous avons récupéré une collectivité avec 24 millions d'euros de déficit. Ça, on ne peut pas se leurrer. D'ailleurs, la Chambre l'a rappelé à plusieurs reprises. Maintenant, oui, on pourrait payer tous les mois, tous les trimestres même, mais la difficulté, elle est là. On essaie de s'organiser, on est obligé de travailler. D'ailleurs, même le DRFIP disait, c'est la première fois que je vois ça. On est obligé d'établir une liste de priorités, donc on fait des choix. Ce mois-ci, on paye peut-être telle entreprise, le mois après, ainsi de suite. Comme le SDIS aussi, on a eu beaucoup de retard sur le SDIS. C'est un peu dur, c'est même très dur de pouvoir trouver donc les moyens pour payer les entreprises. D'accord, en termes de dialogue quand même avec les sociétés, ça a l'air d'être un peu compliqué. Le gérant indiquait qu'il n'a pas été prévenu par les services de la mairie, mais par voie de presse, qu'effectivement un virement avait été fait. Quel est le lien que vous entretenez avec cette société ? Non, c'est pas une question de lien avec une société. C'est pour ça que j'ai bien envie d'expliquer au Guyane aujourd'hui que c'est avec toutes les sociétés. C'est toutes les sociétés que je rencontre tous les jours. Encore ce matin, j'étais avec 2 entreprises. Hier encore, je l'ai rappelé sur notre média qu'il y a des entreprises, ça fait plus de 9 mois qu'on ne les a pas payées. Une encore que j'ai rencontrée à midi qui me disait merci monsieur le maire, ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas été payé, qu'on n'avait pas été payé. Bon, c'est tout un travail que nous essayons de mettre en place. Bon, maintenant, pour ce projet, cette DSP aujourd'hui, ça coûte très très cher à la collectivité. Nous n'avons pas les moyens de payer un luxe à cette hauteur. Il faudrait revenir sur autre chose. Donc la mairie a en tout cas indiqué une rupture de cette délégation de service public, donc rupture de contrat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que les bus Calian vont devenir ? Alors justement, j'ai bien envie d'expliquer justement aux téléspectateurs qui regardent aujourd'hui. Il faut bien comprendre, c'est que nous avons une DSP, donc nous avons une prestation. Aujourd'hui, nous avons un marché, précisément, donc une prestation, une DSP.
Mais au-dessus, nous avons un projet qui s'appelle, donc c'est un réseau de transport urbain qui s'appelle Calian. C'est comme on se rappelle à l'époque donc, du CMTC. Ça ne veut pas dire que le projet de RTU, le projet des bus, je parle des bus à Kourou, un projet de transport à Kourou va disparaître. Non, ça peut très bien être en régie, ou encore cette fois-ci, avec une vraie opération de marché sur Kourou. Avec une autre société du coup? Non, pas avec on ne peut pas savoir si c'est notre société. Ça peut être un autre marché restructuré, remonté, et puis monsieur, le chef d'entreprise aujourd'hui peut très bien répondre. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne peut pas dire quelle entreprise sera prise ou pas. Ça c'est vraiment les marchés publics. Ça peut être le même prestataire. Seulement, nous allons travailler sur un projet qui va à la hauteur donc, de la ville de Kourou. On ne peut pas dire aussi que nous allons arrêter aujourd'hui, puisque derrière, justement, c'est très compliqué. Hein. Nous sommes sur un contrat jusqu'à 2021 pour sortir du marché. Il faudrait plusieurs milliers d'euros pour sortir du marché. C'est ça, c'est-à-dire que c'est quand même un point très important dans une commune où déjà les finances sont lourdement impactées. Alors comment on va faire pour se séparer d'une telle société qui devait être encore en contrat jusqu'à 2021? Donc les frais seront énormes. Après, c'est exactement comme quelqu'un qui a, enfin je dirais, un contrat ou un CDI, par exemple, vous voulez vous séparer, ça coûte un certain nombre de prix. Aujourd'hui, les discussions ont commencé il y a quelques mois, que j'avais reçu le chef d'entreprise. Bon, c'est vrai qu'avec les grèves, j'espère qu'on va revenir un petit peu, mais en tout cas, les discussions se font avec les avocats. Il y a 2 avocats qui discutent dessus, et puis bon, ça va se faire. Maintenant, c'est vrai que nous avons du mal à payer, j'admets que nous avons du mal à payer, mais ce n'est pas une question politique. J'entends que certaines personnes qui disent que c'est une question politique. Non, c'est seulement que nous avons fait des choix sur d'autres prestations, d'autres projets à Kourou que nous avons arrêtés parce que nous n'avions pas les moyens. D'ailleurs, ce qui est un peu marrant dans l'histoire, c'est que la CRC a été les premiers à nous dire qu'il fallait arrêter la délégation de services publics aujourd'hui à Kourou parce que nous n'avions pas les moyens, alors que derrière, je rappelle quand même que quand une telle opération sort, un marché sort, c'est quand même le contrôle de légalité qui valide l'opération. Ça veut dire qu'à un moment donné, les services de l'État ont dit oui, c'est bon, nous étions bien dans une donc DSP. La mairie n'est pas la donc seule à un moment donné, à ce niveau-là. Nous on vient d'arriver, on dit attention, stop, qui s'est trompé, qui a fait l'erreur, hop, attention, on se protège, nous on a une nouvelle équipe, on découvre un projet. Effectivement, donc c'est un projet qui date d'avant votre mandat en tant que maire, mais quand même, qu'est-ce qui va se passer pour les Kouroussiens? Est-ce qu'il va y avoir un moment de flottement, un moment où il n'y aura peut-être pas de bus finalement? On ne peut pas le dire ce soir. Bon, je pense qu'effectivement, donc le temps, j'imagine, je ne suis pas un professionnel du métier du transport, mais en tous les cas, nous sommes en train de mettre à côté de nous donc, des vrais professionnels pour essayer de comprendre quelles seraient donc là ou les meilleures solutions. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y aura quand même un transport urbain sur Kourou. On pourrait avoir peut-être un moment de flottement de quelques mois sur Kourou, mais seulement le projet en lui-même devrait exister sur Kourou. D'ailleurs, je rappelle que quand moi j'ai été élu conseiller général, j'étais le premier à me battre sur la mise en place justement d'une gare routière sur Kourou. Je me suis beaucoup battu sur le réseau de transport, seulement celui-là, il coûte trop cher. C'est entre une grosse marque de voiture et une petite marque de voiture, on dit on préfère la plus petite marque parce qu'on n'a pas les moyens de payer la plus grosse. C'est juste ça. C'est juste sur le prix. Si Kourou avait 4 milliards d'euros d'excédent, peut-être que je ne serais peut-être pas là ce soir. Donc finalement, pour résumer, on ne sait pas ce que va devenir Calian ce soir. Calian et ses employés. Non, c'est bien expliqué. Encore une fois, pour la conclusion, très bien expliqué. C'est pas qu'on ne sait pas ce que va devenir Calian. On ne sait pas. Le réseau de transport Calian, le RTU, va exister à Kourou. Maintenant, est-ce que vous me dites, est-ce que nous allons continuer avec le même prestataire aujourd'hui? On ne sait pas. Il y aura un marché. Au cas où il y aura peut-être un marché qui sera lancé, le prestataire peut très bien répondre avec d'autres prix, boum, et avoir à nouveau le marché. C'est pas ça le problème. Maintenant, la toute dernière information, c'est de savoir est-ce que la ville de Kourou ne pense pas peut-être à transférer, à voir avec la communauté de communes. Voici la solution. Je pense qu'aujourd'hui, une des solutions, c'est de voir, en tout cas nous, ville de Kourou, on est d'accord, la majorité municipale en est d'accord, pour que, par exemple, la CCDS récupère la compétence transport. Et on a discuté avec Kourou, on a discuté avec une bonne partie, je parle des élus de Dirakubo, parce que vous savez qu'avec le fameux Dirakubo, mais la majorité des élus sont d'accord, il ne manquerait plus que Sinamari et Saint-Élie pour dire oui,
pour transférer justement la compétence à la CCDS. Un dernier point, François Ringuet, rien à voir avec les bus Calian cette fois. On pose la question, donc on vous la pose à vous ce soir également. Est-ce que vous avez un candidat que vous soutenez pour les élections législatives l'année prochaine? Ah oui, je suis porte-parole donc d'Alain Juppé. Je suis porte-parole d'Alain Juppé et nous sommes en train de finaliser l'organisation sur l'ensemble du territoire guyanais. Et je rappelle que nous serons donc dans les 22 communes à partir donc, du 1er octobre, que nous allons sillonner. Nous allons commencer par certainement Wanari, et puis ainsi de suite jusqu'à terminer justement sur Cayenne. Nous sommes en train de mobiliser, mais Alain Juppé, c'est le bon candidat. C'est votre candidat. Merci beaucoup. C'est le meilleur. Merci François Ringuet. On vous a entendu. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce soir, on prend la direction de la Guadeloupe, à présent, où le ministre des Sports est en déplacement depuis hier. Après avoir discuté de l'état des équipements sportifs de l'archipel, Patrick Caner s'est penché aujourd'hui sur le dossier de la rénovation urbaine avant d'inaugurer un complexe sportif et de rendre visite aux élèves du CREPS. Reportage Isabelle Amou. C'est au CREPS Antilles-Guyane que le ministre a terminé sa tournée de visite ce matin. C'est le seul établissement en France qui accueille une cité scolaire. Ça, c'est remarquable. Et donc... Après avoir fait le tour rapide des équipements de l'établissement, le ministre accueillera pendant plus d'une vingtaine de minutes autour d'une table les élèves de la cité scolaire. On a voulu passer quelques minutes avec cette nouvelle génération de sportifs. C'est vraiment pour moi, en tant que ministre des Sports et de la jeunesse, c'est vraiment un bonheur de pouvoir d'être jeune, d'être sportif. Des jeunes extraordinaires que je viens de rencontrer ici au CREPS. Le CREPS Antilles-Guyane, je tiens à le préciser, qui nous montre qu'ils sont capables d'allier parcours scolaire réussi, toujours réussi, et en même temps carrière sportive potentielle. Donc vraiment des ondes positives qui ont été émises toute la matinée en Guadeloupe. À l'issue de cette dernière rencontre, le ministre a pu dresser un bilan quant aux équipements sportifs de l'archipel. L'obligation qui est la mienne, qui est celle des élus locaux, c'est d'avoir des équipements sportifs de niveau tout à fait remarquable sur toute l'île de Guadeloupe. Et ça passe par le plan que j'ai évoqué hier, le plan de développement des équipements sportifs, qui va aider les communes, les intercommunalités, la région, le département, à se mobiliser pour donner des équipements là où ils sont de médiocre qualité, et puis aussi peut-être créer de nouveaux équipements pour de nouveaux sports qui manquent ici en Guadeloupe. Donc en fait l'idée c'est de créer une chaîne vertueuse qui favorise le sport qui est un formidable outil de lien social, de cohésion sociale, qui est un formidable outil aussi d'intégration pour des jeunes qui ont parfois des difficultés. Un plan d'accompagnement satisfaisant pour la collectivité régionale qui a pour futur projet la réalisation de certains nouveaux aménagements pour le CREPS Antilles-Guyane. Là, nous faisons la tournée avec le ministre. Nous savons que le ministère de l'Outre-mer a déjà prévu 1,6 million pour nous dans le cadre de l'aide suite à la Coupe Davis. Il y a 5 millions qui sont dégagés pour les CREPS. Donc maintenant, c'est à nous de faire très vite à monter des dossiers de manière à ce que nous puissions consommer ces sommes pour pouvoir réhabiliter ce CREPS. Également ministre de la Ville, il s'est aussi intéressé à l'aménagement urbain du territoire. Ce matin, aux abîmes, l'inauguration d'une école en plein quartier prioritaire de la ville. J'ai été aussi rencontrer le maire de Pointe-à-Pitre sur la rénovation urbaine et on a vu ce que la rénovation urbaine était capable d'apporter à des quartiers qui, pendant des années, ont été en relégation et aujourd'hui peuvent retrouver une forme de fierté, même d'espoir en l'avenir. Dès son retour en France, Patrick Caner se penchera sur un plan de développement des équipements sportifs pour l'archipel. Un plan qui devrait voir le jour en janvier prochain. Aux Antilles, toujours sur un ton un peu plus léger à présent, le groupe mythique Akio sera en concert le 30 septembre en Martinique. En avant-première, Linda Kayarsi et Isabelle Amou ont pu assister en Guadeloupe aux préparatifs de ce grand rendez-vous musical. Regardez. Après plus de 38 années d'existence, le mouvement qu'il tirait l'Akio garde toujours la même détermination et le même engouement. Pour la deuxième année consécutive, le groupe s'en ira en Martinique porter la culture du pays en la mélangeant à d'autres styles musicaux. Ne jamais abandonner sa culture, toujours penser, toujours avoir des idées aussi envers les anciens qui étaient là, notamment Mona, tout. Comme on aura avec nous aussi Dominique Coco, bon, mais c'est la culture aussi, il y a une musique aussi en parallèle, mais on voit que unis, on est longtemps plus fort. Une culture qui n'a pas de frontières.
Dominique Coco fait partie des artistes invités qui restent dans la même mouvance culturelle qu'Akio. Sa collaboration avec le groupe dure depuis 5 ans. Pour lui, ce métissage sur scène est un symbole fort. Moi, dans ma démarche musicale, justement, c'est ce mélange de toutes les musiques guadeloupéennes et ouvert en plus sur les musiques de la Caraïbe. Donc forcément, dans cette démarche, je rejoins tout à fait le groupe Akio qui permet à d'autres artistes qui font pas forcément du Saint-Jean de rejoindre, mais avant tout, je pense qu'ils invitent aussi des artistes où il y a un lien culturel au niveau de l'état d'esprit quand même avec eux. Le groupe de tambour compte de nombreux adeptes martiniquais et pour mieux faire passer le message du partage spirituel, ils ont choisi comme autre invité Victor O, une première pour lui avec le groupe. Alors moi je suis très heureux et très fier de cette invitation, parce qu'Akio c'est quand même une institution, et puis je suis heureux aussi que ça se passe en Martinique. Et donc c'est une double première pour moi, une première avec Akio, une première avec Akio en Martinique. Tous les mélanges sont toujours intéressants à faire. Moi je me sens pas loin, même si je fais une musique un peu différente, je me sens vraiment pas loin de la musique d'Akio, parce que la musique avec les percussions c'est la base de tout dans nos musiques. Donc pour moi c'est vraiment une expérience intéressante en tout cas, vraiment. Une seule représentation est prévue le 30 septembre au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire pour ce concert qui promet d'être unique en son genre. Retour chez nous, on va parler art de la table avec la fête de la gastronomie qui a démarré aujourd'hui. À Saint-Laurent, un atelier est venu marquer l'occasion au lycée Lumina Sophie. Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de précieux conseils, des élèves en filière de cuisine, des idées gourmandes, de petits plats mêlant produits locaux et techniques de professionnels en restauration traditionnelle. Écoutez. À la table de la cantine de l'école de Mirza, c'est un menu particulier qui attend ses élèves. Fête de la gastronomie oblige, le repas est un peu différent aujourd'hui. Suivant le thème national, cette année qui est la cuisine populaire, le menu aujourd'hui dans le cadre de cette journée gastronomique est un repas indonésien qui est composé de viande de porc, de poivrons, de la tomate fraîche et de la banane jaune, agrémenté d'un peu de curry pour permettre de donner un peu de plus de saveur pour que les enfants puissent apprécier tout cela. Sans conteste, certains apprécient ce mets venu d'ailleurs, mais d'autres ne sont pas du tout convaincus. J'ai pas faim. T'as pas faim? Non. Tu aimes pas? Non. Pourquoi? Parce que moi j'essaye de manger mais c'est pas bon. La découverte de nouveaux goûts culinaires est l'un des objectifs de cette journée. Pour la directrice, cela fait partie des missions pédagogiques de l'école. Il ne faut pas manger tout le temps repas local, il faut manger la cuisine. D'ailleurs, surtout ici dans notre pays, il y a diversité. Il faut bien découvrir les repas que mangent les autres. Pour ceux qui restent réfractaires, pas d'inquiétude. Le menu ordinaire de la cantine sera de retour dès lundi. Vous l'aurez compris, il ne s'agissait pas de Saint-Laurent du Maroni et d'une filière en cuisine, mais bien sûr des élèves de l'école Mirza à Cayenne qui ont pu découvrir des saveurs d'ailleurs. Il s'agissait de l'Indonésie à leur table ce midi, un reportage signé Jean-Marc Dabreux. Mais du coup maintenant, on revient tout de suite sur cette information. Je vous le disais, à Saint-Laurent, un atelier est venu marquer cette occasion à Lumina Sophie. Une dizaine de personnes ont pu bénéficier de précieux conseils, des élèves en filière de cuisine, des idées gourmandes de petits plats mêlant produits locaux et techniques de professionnels traditionnels. Écoutez la réaction d'un professeur en restauration de l'établissement. Ce matin, on a proposé une crème brûlée à la goyave avec ces langues de chat coco qui sont déjà terminées et ça sent super bon. Et en plus de ça, on a proposé des samoussas végétariens, donc des samoussas végétariens au taillot avec un duo de poissons panés pays. Où on a mis à l'honneur le couac, du coup le couac on travaille dans la panure à la place de la chapelure. Là, il y a un côté d'échange, de partage de tous les côtés, parce que comme vous pouvez voir le taillot par exemple, c'est une feuille des nénuphars d'ici en Guyane qui est utilisée que pour la cuisson, d'accord ?
pour le cuir, et beaucoup de personnes ici ne connaissaient pas forcément ce produit-là, donc j'apprends aussi aux jeunes à travailler des produits qu'ils voient tous les jours sur le marché, mais qui ne travaillent pas forcément. Je suis agréablement surpris étant donné que j'ai affaire à une classe de première année qui n'avait jamais touché à la cuisine, donc on s'est légèrement entraîné la semaine dernière pour être opérationnel aujourd'hui le jour J, et je suis agréablement surpris parce qu'il est 11h30, on a déjà tout terminé. Il ne reste plus qu'à cuire et à déguster. C'est la fin de ce journal, voici le rappel des titres. La brigade de sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers et Dragon 973 mobilisés pour une noyade dans le fleuve. C'était l'exercice exceptionnel des équipes de la sécurité civile qui s'est déroulé ce matin. 4 heures d'intervention en conditions réelles. L'ADI a besoin d'aide. L'association pour le droit à l'initiative économique a lancé un appel aux bénévoles. Elle a présenté cette semaine sa mission pour tenter de recruter de nouveaux membres et soutenir autant de porteurs de projets que possible. Enfin, la fête de la gastronomie a démarré aujourd'hui. Pendant 3 jours, de nombreuses saveurs locales et venues d'ailleurs seront mises à l'honneur. Aujourd'hui, les écoliers de Mirza ont découvert la cuisine indonésienne. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Puis les programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée, bon week-end, à lundi.